Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Le premier vous a beaucoup plu. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont fait leur retour. Et surtout, je suis trop contente que vous l'avez kiffé. On est parti pour un second épisode, donc prends ta boisson, ton café, chocolat chaud, thé, et on est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une histoire qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années et qui a littéralement bouleversé ma vie. Et je voulais surtout te partager ce que j'en ai appris et compris. Petite mise en situation avant d'aller plus loin. Nous sommes en 2011-2012. J'étais donc dans ma première année de lycée, en seconde. J'étais dans un lycée agricole privé avec option équitation parce que mon rêve de gamine était de travailler dans le monde équin. Peu importe comment, je voulais travailler au contact des chevaux, c'est tout. Donc j'ai fait une première année de lycée dans ce lycée agricole-là. J'étais en internat, je revenais que le week-end chez mes parents, chez moi. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais aussi dans une phase de ma vie très perturbante. Je commençais à être dans ma rage d'adolescente, dans ma période rageuse. Donc tout s'accumuler, ça fait un bon petit cocktail. Pour le côté rage d'adolescente, il y aura sûrement un autre podcast ou un live peut-être où je vais vraiment t'en parler un peu plus en détail. Parce que j'en ai appris beaucoup aussi sur cette période. Donc grâce à cette école-là, je faisais de l'équitation chaque semaine et j'allais à la rencontre des chevaux presque tous les jours même. Mais j'étais toujours en contact des chevaux et c'était vraiment ma passion. Vraiment. J'adorais ça. Et même encore aujourd'hui, je me dis comme l'âme d'une cavalière, amoureuse des chevaux. Et à peu près à la mi-année scolaire, donc ça doit être fin 2011, début 2012 je crois, je fais une chute, pas super bonne, évidemment. Ceux qui sont cavaliers savent qu'il faut tomber 100 fois pour être un bon cavalier. Mais quand on est cavalier, on sait ce que veut dire chuter. Et ce n'est pas un échec, au contraire. D'ailleurs, c'est une belle leçon, ça. Ça nous apprend à nous relever et qu'il faut remonter à cheval derrière pour ne pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur de remonter à cheval. Même si la chute est violente. Et j'en ai fait des chutes violentes. Bref, je me tape les fesses par terre, bien mal au dos, ça résonne dans tout le dos évidemment. Et je rentre le week-end chez moi et là je dis à ma mère, j'en peux plus, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital pour qu'on voit ce qui se passe. J'ai trop mal au dos. On va à l'hôpital, on fait d'abord le médecin, ensuite l'hôpital, je fais ma petite radio, ça dure des plombes, vive les hôpitaux de campagne. Et du coup, c'était la semaine d'après qu'on avait les résultats. Donc je devais encore attendre une semaine. Et on arrive devant le médecin traitant de famille, qui est un médecin de campagne de base, un petit papy. Et du coup, il a les résultats. Et il m'annonce comme ça, eh bien mademoiselle, vous ne pouvez plus monter à cheval, vous avez un spina bifida occulta de la L5 et vous risquez de finir en fauteuil roulant toute votre vie.
Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, tu vois que à ce moment-là, dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, c'était comme si une montagne, comme l'Himalaya, vient d'exploser et de s'effondrer en moi. Cette nouvelle-là m'a mise KO. J'étais en mode, mais il peut pas me sortir ça comme ça. Je lui ai quand même demandé de répéter pour bien comprendre ce qu'il voulait me dire. Et il m'a dit, non, vous avez un risque de finir en fauteuil roulant toute votre vie. Le médecin me dit que le spina bifida est une sorte de malformation. Moi, c'est de la L5, donc de la lombale 5. C'est tout ce qu'il me donne comme information d'ailleurs. J'avoue que je n'ai pas encore précisé, mais je suis une cavalière de saut d'obstacles. C'est-à-dire que moi, à une période, avant d'aller au lycée, donc fin collège, je faisais des concours d'équitation de saut d'obstacles tous les week-ends. Tous les week-ends. Et puis c'était pas du 50 cm, hein, on était sur du presque 1 mètre. Comment te dire, quand il me dit ça, et que du coup, en gardant en tête que moi c'est sauter, qui est mon domaine principal, j'étais HS. Je suis revenue à la maison le soir, j'étais en PLS, au bout de ma vie. Bon, il m'annonce ça. J'avais comme plan de carrière du coup d'aller dans le monde équin. À ce moment-là, j'étais plus tournée vers le soit groom, c'est-à-dire on aide les cavaliers professionnels à préparer les chevaux, à préparer les concours, à préparer les événements, etc., à s'occuper des chevaux. Soit directement dans l'idéal de l'idéal, avoir mon propre haras privé. Soit être gardienne à cheval, soit dans l'armée, soit forestière. Donc faire le tour des forêts, entretenir les forêts, etc. à cheval. Voilà, ça c'était mes idées qui me plaisaient le plus. Donc ça veut dire que j'étais à cheval ou au contact des chevaux chaque jour. Quand il me dit ça, j'étais en mode, mais ça veut dire que tous mes rêves de gamine là, c'est out, c'est finito. Il n'y a plus d'équitation là, il n'y a plus de chevaux qui tiennent là. Alors, je précise, je vais expliquer ce que c'est exactement après. Du coup, je finis quand même mon année, je fais très attention. Il m'a dit c'est sécurité optimale plus. Et puis, tout ce qui est saut d'obstacle, en tout cas très haut, on évite. Donc, on évite les risques. Très bien. Je l'ai énormément regretté. Vraiment. Du coup, j'ai quitté ce lycée-là, j'ai arrêté l'équitation. En plus, ça devenait très cher pour aller dans un club après. Donc bon, ça tombait à pic. On va dire ça comme ça. Et puis, je finis mon lycée. J'entre dans une fac de médecine, celle de Rouen, où je fais une licence sciences pour la santé, parce que je voulais du coup, après avoir mes plans de carrière détruits, je me suis dit, pourquoi pas me diriger vers la sage-femme ou la puériculture. Parce que pour moi, sage-femme, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. En tout cas, tout ce qui s'en rapproche. Donc d'ailleurs, maintenant, en ce moment-là, j'apprends ce qu'est le métier de doula, ce qui y ressemble un petit peu, mais avec un peu plus de liberté, j'ai l'impression. Et du coup, je salue toutes les doulas qui me suivent, je sais qu'il y en a quelques-unes. Je me prends d'envie, de folie d'aller dans le métier pour aider à la naissance des enfants. Je fais donc ma première année de médecine quelque part et j'ai accès à une bibliothèque entièrement médicale, paramédicale, tout ça, tu vois. Des bouquins que tu peux pas trouver dans une bibliothèque normale, quoi, lambda. Donc je me dis, bah tiens, et si on allait voir si dans un bouquin, il est expliqué exactement ce qu'est le spina bifida, ce qui se passe vraiment avec un spina bifida, etc., etc. Alors je trouve quelques livres qui en parlent, tout ça, et je me dis, ok, donc déjà, je sais qu'il y a 2 types, entre guillemets, de spina bifida.
et que moi j'ai le premier et pas le deuxième. Le deuxième est quand même sacrément costaud. J'explique après. Bref, je continue tout ça, je me dis ok, je vais faire attention, mais voilà. Je précise qu'il m'avait dit, le médecin, que si je tombais de ma hauteur, je finissais en fauteuil roulant. Rien que ça. Rien que ça. Et en 2018-2019, je sais plus trop exactement, j'ai l'envie profonde de reprendre l'équitation. Enfin, au moins de remonter à cheval, même si c'est que pour des balades, des randos ou quoi que ce soit, mais d'être de nouveau en contact avec les chevaux. Et je me dis, avant ça, je veux voir dans quel état est mon dos et ma lombale. Donc je me dis, on va pas faire de radio, mais un IRM. Parce que l'IRM, tu vois beaucoup plus en détail, beaucoup mieux, d'une certaine façon, ce qui se passe anatomiquement dans ton corps. Donc je demande un IRM, je passe l'IRM, et ce qui est bien, c'est que le jour même, après l'IRM, on m'a demandé si je pouvais voir le médecin, donc je n'avais pas à attendre, ça c'est cool. Je vois le médecin, et elle me dit, donc c'était pas du tout le même, hein. Là on est dans l'hôpital de Rouen, et la docteure me dit, ok, donc vous avez bien un spina bifida occulta, c'est bien sur la L5, c'est ok. Mais voilà, c'est tout. Enfin, c'est bénin. Attendez. Je vais bien redemander, hein. Donc ça veut dire que là, je peux reprendre l'équitation. Ah oui, non mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque. Vous avez les mêmes risques qu'une personne qui n'a rien, qui est normale, qui n'a pas de spina bifida occulta ou... Donc ça veut dire que je peux faire du saut en parachute, tout ce que je veux, et je peux tomber de ma hauteur sans finir en fauteuil roulant. Vous avez les mêmes risques qu'une personne normale qui n'a pas de malformation. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit que le spina bifida occulta est une malformation totalement bénigne, du moins pour la forme la moins grave. Une partie de la population, en tout cas en France, a cette malformation-là, mais il n'y a pas de risque... Enfin, c'est rien en fait. T'as une petite malformation parce que t'as un petit truc qui a merdé pendant la grossesse de ta mère, mais c'est tout. Il n'y a rien. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, tout ce qui s'était passé avant, là, à partir de la première annonce, c'était que du bullshit. Qu'une illusion. Et là, je me suis dit, j'ai détruit tous mes plans de carrière pour que dalle, pour peanut, à cause d'un médecin qui m'a dit que je risquais énormément. Ah, juste l'histoire déjà. Tu te dis, mais comment? Alors maintenant, j'aimerais quand même te faire une petite parenthèse médecine et t'expliquer un petit peu ce qu'est le spina bifida, parce que peut-être, qui sait, tu le portes en toi. Mais je te rassure, si tu as le occulta comme moi, bienvenue au club, c'est nos risques. Alors, le spina bifida occulta, donc de base c'est le spina bifida. Le occulta, c'est la version la plus bénigne. C'est une déformation d'une partie de tes vertèbres ou d'une vertèbre. En général, c'est soit le milieu du dos, soit le bas du dos. Et c'est une déformation qui vient au début de la grossesse. En général, c'est dans le premier mois. Il y a plein d'hypothèses, de causes diverses et variées. Il y en a qui sont un peu plus certaines, mais qui ne sont pas valables pour tous les cas de spina bifida. Donc, j'ai pas envie de te donner de cause précise. Je pense qu'il y a une cause beaucoup plus spirituelle, intérieure et profonde.
à ça. Mais I don't know now. Spina bifida, ça veut dire, en traduction, la colonne vertébrale fendue. C'est donc une malformation, dite maladie, mais bon, il n'y a rien de maladie, hein, qui est congénitale et qui est assez fréquente pour le côté bénin en France. C'est la seconde malformation, dite maladie rare, la plus répandue après la trisomie. Donc tu as la trisomie où c'est la plus répandue, c'est une malformation rare la plus répandue en France, et ensuite tu as le spina bifida, donc principalement occulta, mais dans toutes ses formes en matière générale. Sur 1000 naissances, il y a 1,3 bébés en moyenne, j'adore ces chiffres-là, qui ont cette déformation-là, et actuellement, il y a plus de 25 000 diagnostiqués en France. C'est énorme. Et il y en a tout autant qui ont cette déformation-là, mais qui n'ont pas été diagnostiqués car c'est bénin et asymptomatique. Il faut que tu fasses une radio ou un IRM pour savoir si tu l'as. Sinon, tu peux pas. À ski, tu peux aussi faire des tests sanguins. J'en ai fait bien avant ça et on m'a jamais rien dit, donc je ne sais pas. Et j'en ai pas fait lorsque j'ai fait une radio ou un IRM, mais à ski, tu peux le voir aussi dans ton sang. Ce qui est incroyable, c'est la création d'un fœtus, comment ça se forme. Quand j'étais donc à la fac de médecine, j'ai eu un cours de reproduction, ça s'appelait, et on a appris de A à Z comment était créé un fœtus, un enfant, comment tu as été créé dans le ventre de ta mère. Je trouve ça absolument incroyable et divin, d'une beauté incomparable. Et le spina bifida, c'est la conséquence d'une fermeture qui n'a pas été complète de la colonne vertébrale. Car la colonne vertébrale est l'une des premières choses qui se crée lorsque tu es fœtus. Voilà. Au niveau de ta colonne vertébrale, tu as aussi ton canal neural où tu as tous les nerfs principaux de ton corps. Et si tu as un incident, un souci, on va appeler ça, un souci au niveau de la colonne vertébrale, il y a de forts risques pour que ça touche aussi les nerfs. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Le spina bifida, comme je te l'ai dit, il y a deux formes. Il y a le occulta, le bénin, où c'est très souvent sans symptômes, ou alors, j'ai envie de te dire, il y a quand même des symptômes, par exemple des troubles de l'apprentissage, des infections UNR, merci Agathe, fréquentes, ou en tout cas une fragilité à ce niveau-là. Tu as des troubles de l'attention, je dirais. Tu as, t'as plusieurs signes comme ça qui sont, je dirais, en lien, mais qui n'en sont pas forcément la cause directe. Je pense que c'est un ensemble de choses. Là, c'est que mon avis personnel à moi, après maintes et des années de recherche. Et donc, l'impact sur le canal neural, donc les nerfs, dépend vraiment de chaque bébé, de chaque personne qui a cette déformation. Et je pense honnêtement que du coup mon TDAH et mon petit trouble mémoriel est dû à ce spina bifida. En tout cas, est lié. Ça, pour moi, c'est une certitude. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un TDAH, ça veut obligatoirement dire que tu as un spina bifida. Au contraire, les deux peuvent très bien, très facilement se dissocier. Quand tu as le spina bifida occulta, pas besoin de traitement. C'est juste une petite déformation, un petit zigouigui en plus en moins déformé, pas dans le bon sens. Mais il y a du coup le cas des plus graves, où là ça peut aller assez loin. Et le seul traitement, c'est une chirurgie. Et certains donc ont une forme plus grave. Parfois c'est même, quand j'ai découvert ça, j'étais hallucinée.
et ils peuvent être handicapés de façon permanente. Et là, du coup, j'ai trouvé ces infos-là que j'ai trouvé sympa, donc je voulais te les partager. C'est que tu peux avoir ce spina bifida qui est une déformation à un stade assez grave où tu es en fauteuil roulant clairement et tu as un handicap permanent. Et il y a des sportifs qui ont ce spina bifida et qui font du paralympique, qui font du sport j'ai pas le terme, je suis désolée, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais du coup, c'est du sport de façon avec un handicap. Et il y a notamment, je crois qu'il s'appelle Aaron, et j'ai pas retenu son nom de famille, qui a été le premier à faire des saltos avec un fauteuil roulant. Juste ça. Comme quoi, nos handicaps, nos faiblesses ne sont là que pour nous challenger et nous permettre d'aller plus loin. Rien que ça, déjà. Donc tu le vois ici que, en tout cas, ma forme de spina bifida est bénigne. Et j'ai les mêmes risques qu'une personne qui ne l'a pas, qui est lambda. Et ce que j'adore, c'est que, je te l'ai dit, je faisais des concours de saut d'obstacles tous les week-ends à un moment, avant justement d'aller au lycée. Et pendant un concours, je me rappelle très bien, et je le ressens encore aujourd'hui, j'étais en train de m'échauffer, moi et mon cheval, qui s'appelle Rob Roy Delroy d'ailleurs. Paix à ton âme. Et donc je l'ai chauffé et tout, et là il y a eu une sorte de gros bruit, ou bref, un truc comme ça. Un truc qui lui a fait peur, et on était face à la barre. Et puis juste avant la barre, c'était un fion. Mais moi mon corps il a fait vion. Les cavaliers vont absolument comprendre ce que je dis. Et j'ai fini à cheval, non pas sur le cheval, pas sur Robbie, mais sur la barre. Et ça fait mal, hein, parce que même pour une femme, ça fait très très mal. Et du coup, ça m'a valu une micro-fissure du coccyx. Pas grand-chose, mais ça fait mal. Et donc, c'était avant donc que j'apprenne que j'ai cette déformation. Et je me dis que même pour des chutes comme ça, qui sont quand même pas, qui se font mal quand même, qui sont quand même assez costauds, parce que pendant une semaine, voire deux, c'était bien le petit oreiller sous les fesses. Hein. Et ben, je me dis que j'aurais pu avoir beaucoup plus si vraiment mon risque avec mon dos était beaucoup plus élevé. Donc ça montre bien que bah c'était pas une déformation ultra risquée, que je ne risquais pas de tomber de ma hauteur comme le premier médecin m'a dit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai appris? Ici, tu as le parfait exemple d'une seule personne qui a une seule information qui n'est pas forcément complète ni forcément exacte. Parce que le premier médecin était un petit papy de campagne qui m'a clairement dit que le spina bifida, occulta ou pas, c'était ultra risqué. Alors qu'au final, bah non. Donc il n'avait pas toutes les informations. Donc une personne n'a pas toutes les informations en sa possession, même le médecin, où ces infos peuvent être potentiellement erronées. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que demain, tous tes plans peuvent tomber à l'eau. Toute ta vie peut se chambouler avec une info. Et lorsque tu comprends ça, lorsque tu te dis, ok, donc demain, il peut tout arriver, car nous sommes dans un monde où tout est possible, je l'accepte. Et là, tu peux voir que tu pourras appréhender plus facilement les choses. Parce que quand même, je suis passée de la veille en mode j'ai mal au dos,
Mais ce n'est aucunement ce qui m'empêche de remonter à cheval. Parce que je le répète, hein, mais je suis tombée énormément à cheval et c'est pas pour ça que je ne suis pas remontée après. Au contraire, j'étais là, ok, j'ai mal, c'est pas grave, je remonte à cheval. Et j'étais l'une des premières qui disait, tu tombes, tu remontes, direct, peu importe ce que t'as. Parce que c'est ça en fait qui peut créer des traumas et t'empêcher de remonter à cheval après. C'est pour ça qu'il faut toujours remonter en selle lorsque tu tombes. Mais quand il m'a dit ça, ah bah là c'est la décadence. Et donc oui, je regrette d'avoir choisi, donc, même si c'était pas forcément, même si c'était un peu, je me sentais un peu obligée de choisir ça, mais j'ai choisi de casser tous mes plans à cause de cette info-là, à cause de ce diagnostic-là. Et j'aurais pu continuer, même si je me suis dit, c'est risqué. Bon, il y a eu d'autres paramètres qui entraient en compte, donc voilà. Mais j'aurais pu continuer. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai ce petit regret, mais je me dis, c'est ok parce qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Et là, je suis très reconnaissante pour ça, donc c'est ok. Et je sais aussi que si j'avais l'occasion, la chance, l'opportunité de remonter à cheval, ce ne sera pas pour un métier pur et dur, mais pour une passion à côté. Ou alors, mon rêve, ça ne m'empêche absolument pas, un jour peut-être, d'accueillir des chevaux chez moi. Ah, ce serait... La leçon principale de tout ça, et on va finir sur ça, c'est que personne n'a de la vérité de façon entière, complète et certaine. En tout cas, pas encore. Ni sous tous les points de vue. Parce que il y a différents points de vue, différentes perspectives sur une même chose. Et personne ne peut avoir toutes les perspectives de façon certaine, de façon universelle, sur une même chose. Pas encore, du moins. Parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte, et il y a surtout le paramètre du chacun a sa propre vérité. Tu peux avoir ta propre vérité de façon certaine, avec une information complète, mais ce n'est pas obligatoirement la vérité propre pour chacun d'entre nous. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que seul toi peux décider de ce qui est bon et juste à tes yeux. Pas aux yeux des autres, on s'en fiche. À tes yeux. Et aussi que demain, absolument toute ta vie, tous tes plans, tout peut changer, peut se bouleverser, peut se mouvoir comme ça. Et c'est ok. Franchement, c'est ok. Parce que tout notre monde est perpétuel mouvement. Et quand tu as compris ça, déjà, tu peux encore plus facilement te plonger dans un lâcher-prise intérieur et tu vas être plus dans l'observation afin de poser des actions alignées avec toi. Et si demain, ta vie est chamboulée, c'est ok, parce que c'est dans le changement que se créent nos opportunités. Voilà. Ce que je viens de sortir à la fin, je trouve ça très beau. Dis-moi ce que tu en penses, toi. J'avais raconté un petit peu cette anecdote dans un des lives sur Insta. Donc d'ailleurs, abonne-toi à mon compte Insta. Nous sommes en live 3 jeudis sur 4 à 18h. Et on papote bien profondément sur plein de sujets super sympas. J'espère que cette petite anecdote t'a plu, si tu as pu découvrir des choses, apprendre des choses de mon histoire. Dis-moi si toi aussi tu as vécu peut-être des histoires un petit peu pareilles, s'il y a eu des chamboulements totaux, des avalanches de l'Himalaya dans ta vie toi aussi et dans tes projets. Dis-le-moi en commentaire ou en DM, je serais ravie d'échanger et d'avoir ton histoire aussi. C'est toujours tellement enrichissant. Pense à t'abonner à mon compte YouTube pour suivre le podcast car il sort tous les jeudis à 13h. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'ai hâte de te le tourner. On va parler de spiritualité. Je te souhaite une très belle journée. Et surtout,
Prends soin de toi, belle âme.